Bonsoir et bienvenue dans Paris Direct, bienvenue dans cette édition spéciale qui se poursuit, édition spéciale consacrée à Paris, hôte des JO 2024. C'est officiel, les membres du CIO réunis à Lima au Pérou l'ont voté. Los Angeles accueillera les JO de 2028. Pour Paris, c'est historique puisque la ville lumière a essuyé 3 échecs et que Paris n'avait pas organisé de Jeux Olympiques depuis 100 ans. On retrouve sur place Benoît Perrochet au Grand Théâtre de Lima, au Pérou. Bonsoir Benoît, notre envoyé spécial. Alors on imagine que c'est l'euphorie sur place. Oui, c'est un jour historique pour Paris, évidemment, Stéphanie. Et l'image qu'on va retenir, eh bien, c'est cette image de la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'émotion de la maire de Paris, elle qui ramène donc les Jeux à Paris. Les derniers, rendez-vous compte, ont été organisés en 1924. Ce sera la 3e Olympiade organisée par la capitale française. La 3e Olympiade également organisée par Los Angeles. Mais Los Angeles a attendu un petit peu moins longtemps puisque les derniers Jeux organisés dans la ville californienne, c'était en 1984. Et donc Los Angeles assuré d'organiser les Jeux de 2028. Alors ce soir, il va y avoir une petite fête ici à Lima. 350 convives invités donc pour célébrer cette victoire de Paris 2024. Il n'y avait pas vraiment de suspense, c'est vrai, pas beaucoup de tension parmi cette délégation française ces derniers jours, puisque on le savait depuis la mi-juillet, depuis que le CIO a décidé cette double attribution. Et puis à la fin juillet, Los Angeles qui a jeté l'éponge pour l'organisation des Jeux de 2024. On savait que Paris, seule candidate, eh bien, organiserait les Jeux de 2024. Il restait tout de même à ratifier cet accord tripartite signé entre Paris, Los Angeles et le CIO ici à Lima le 13 septembre, qui restera évidemment une journée historique pour Paris qui va donc retrouver la flamme. Et alors, ministre des Sports, qui est à Lima avec vous, Laura Flessel a placé la barre très haut puisque finalement elle vise un doublement pratiquement du nombre de médaillés justement à Paris. Excusez-moi Stéphanie, j'ai mal entendu votre question. Oui, la ministre des Sports voudrait placer la barre très haut comme enjeu sportif justement de ce que doivent être ces JO à Paris. Oui, c'est le cas à chaque fois. Hein. Souvenez-vous également à Londres en 2012, cette team GB, la team Great Britain, qui avait recueilli énormément de médailles pendant son Olympiade. Évidemment, ça va booster, pardonnez-moi le terme, booster le sport en France. Et c'est ce qui a été au cœur des discours des différents membres de la délégation ce soir. Booster le sport en France, replacer le sport au cœur de la société. C'était d'ailleurs également inscrit dans le projet de campagne d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'est adressé lui aussi via une allocation télévisée aux différents membres du CIO. Donc replacer le sport au cœur de la société. Et puis évidemment, il y aura tout cet héritage en Seine-Saint-Denis, puisque un parc aquatique, 2 bassins olympiques de 50 mètres seront construits, qui profiteront ensuite aux générations de Seine-Saint-Denis. Merci Benoît en direct de Lima, bienvenue si vous nous rejoignez. Sachez que Paris accueillera donc les JO en 2024, c'est maintenant officiel. Los Angeles, ça sera pour 2028. C'est officiel depuis quelques minutes et nous allons y consacrer 7 heures d'information avec nos invités qui m'ont rejoint. Jean-Baptiste Guégan, enseignant et en géopolitique, auteur de Géopolitique du sport aux éditions Bréal. Bonsoir. Et également avec nous Vladimir Andreev. Bonsoir, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'un des 3 experts économistes internationaux à avoir conseillé d'ailleurs le comité olympique 2024. Bienvenue. Florent Rodeau est également à mes côtés. Vous suivez pour nous cette spéciale depuis 1 heure. Florent, spécialiste des sports à France 24. Alors évidemment, Jean-Baptiste Guégan, ça n'est pas une surprise. Et pourtant, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions et presque de l'euphorie là-bas à Lima. Voir la France qui gagne, c'est déjà une bonne chose. Voir la France qui gagne face aux États-Unis, qui emporte finalement le vote, c'est une excellente nouvelle. D'autant qu'il y avait eu l'échec de 2012. Donc on est vraiment... Il y a eu 3 échecs en fait. Voilà. Mais c'était surtout le dernier qui avait vraiment marqué. Là, on voit la France revenir sur le devant de la scène. On la voit littéralement exercer sa capacité à peser dans les instances internationales et à réussir à gagner cette obtention. Les JO, c'est vraiment la marque finalement que la France est de retour sur le devant de la scène. Vladimir Andreev, on a l'impression qu'il y a une sorte de prix d'excellence remis à Paris.
De toute façon, Paris fait partie des 4 ou 5 villes les plus olympisables, si je puis dire ça comme ça, au monde. Ça faisait longtemps qu'elle essayait de l'être, en tout cas. Elle était mieux préparée cette fois ? Elle a eu une chance qu'elle n'a pas eu les fois d'avant, qui est le désistement d'un certain nombre de candidats. Ça, c'est la première chance. Et la deuxième, c'est la décision du CIO d'attribuer les 2 éditions 2024 et 2028 en même temps, qui rendait tout le monde gagnant. C'était l'argument de Thomas Bach, qui a dit il y a 3 gagnants. Il y a le CIO qui, pour une fois, ne fait pas de perdants. Il y a Paris, puisqu'ils voulaient 2024, ils l'ont. Et Los Angeles veut 2028, ils l'ont. Alors ce doublement, justement, c'est triplement. Ce triplement, c'est parce qu'il y a moins de candidats tout de même qu'auparavant. Ça, c'est le problème que gère M. Thomas Bach, sur lequel il a quelques inquiétudes. Et imaginons que, pour une raison quelconque, Paris 2024 tombe malade et ne peut plus assurer, le CEO, il est très mal. Enfin, ça ne se produira pas. C'est la politique fiction, mais si ça se produisait, il y aurait un vrai problème. Parce que si la fête est totale aujourd'hui, il y a néanmoins un bémol. On dit que c'est un accord gagnant-gagnant-gagnant. Mais avant, le CIO avait plusieurs villes, pouvait choisir entre plusieurs villes pour une Olympiade. Là, pour 2 Olympiades, il n'y a seulement que 2 villes. On voit quand même... Donc il va falloir s'y tenir. Non, mais la baisse de l'attrait olympique d'une certaine manière. La baisse de l'attrait olympique. Jean-Baptiste Guégan, est-ce une victoire géopolitique également ? Parce qu'on a vu qu'Emmanuel Macron s'est investi, avant lui François Hollande également. Est-ce que c'est une victoire géopolitique ? Il y a une vraie volonté aujourd'hui de la France, de l'État, de peser et de revenir par le sport avec l'envie de faire rayonner la France. Et donc cette victoire, on peut la considérer aussi dans une certaine mesure comme une victoire géopolitique. Quand on voit les derniers États qui ont candidaté et ont obtenu justement les JO, on est dans cette perspective-là, que ce soit Rio, que ce soit Londres ou même Beijing pour la Chine, on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, les JO ne sont donnés qu'à des États qui sont puissants, qui ont les capacités de faire face aux dépenses qui sont aujourd'hui colossales, et on est face à des enjeux qui finalement laissent de côté une bonne majorité des pays de ce monde. Et ça joue finalement dans la cour des grands. Et aujourd'hui, la France est présente. On se souvient tout de même du JO de Mexico. En 1968, vous parlez de cour des grands, c'était l'un des premiers pays émergents. Et à l'époque, ça avait fait, évidemment, ça avait défrayé la chronique, puisque vous aviez cet athlète qui avait levé le poing vers le ciel, qui était en fait, faisait partie des Black Panthers. On n'en est plus tout de même, on n'est pas dans le même contexte politique aujourd'hui. Le contexte politique, évidemment, a changé. Après, l'instrumentalisation du sport par les athlètes, malgré l'apolitisme des JO, est toujours possible. Aujourd'hui, les JO ont tendance à vouloir préserver leurs revenus, les accroître, et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Après, il y aura toujours la question géopolitique qui va se poser. Dès lors qu'on réunit toutes les nations autour de la table, les questions politiques, bien internes et externes, vont revenir sur le devant de la scène. Vladimir Andreev, alors le risque bien sûr c'est la dérive des dépenses. Il y a toujours eu des dérives, sauf une fois me semble-t-il, c'est lorsque Los Angeles avait organisé les Jeux. Sinon toujours des dérives. Pékin 32 milliards au lieu de 2,6 milliards. Londres, ils ont quadruplé leurs coûts. Comment la France peut-elle se limiter à un budget de 6,6 milliards d'euros seulement ? Il est de 6,7 et quelques poussières. Vous l'avez déjà un peu rallongé. Oui, non, mais je commence par ce point parce que l'an dernier, il était de 6,2 milliards. Et on est foncé à donc 6. On est déjà dans la rallonge. Oui, on a 5 ou 600 millions de plus en un an. Alors, je vais avoir sur ce point, je vais défendre les idées que je défends d'habitude, mais avec une nuance. Bon, comment expliquer ce dépassement permanent des coûts ? Eh bien, parce que d'habitude, avant la conjoncture précise que vous rappeliez tout à l'heure, qui est il n'y a plus de candidats, ou plus beaucoup de candidats. Quand on a beaucoup de candidats, que fait le CIO ? Il met ses candidats en concurrence qui, pour obtenir les Jeux, sont obligés de se livrer à une surenchère. Quels sont les 2 instruments de cette surenchère ? L'un, c'est de mettre dans le dossier de candidature des coûts éventuellement sous-estimés. Ce fut le cas de Londres, par exemple. Et puis... Très sous-estimé. Oui. Alors, après, si vous voulez, on discute de chiffres. J'explique le mécanisme. Et l'autre aspect du mécanisme, c'est on annonce des impacts économiques relativement forts, probablement plus forts qu'ils ne pourront être. Et évidemment, si on a le dossier avec les meilleurs coûts et le meilleur impact, on a des chances d'être voté par les 94 membres du CIO. Sauf qu'il n'y a qu'une ville qui est votée. Il n'y a qu'une ville gagnante. Et elle se retrouve pas avec les coûts qu'elle a annoncés, mais avec de vrais coûts. Et pas avec l'impact qu'elle a annoncé, mais avec le vrai impact. Moindre. Alors, pour les coûts... Pour les coûts plus importants, pour l'impact. Pour l'impact souvent moindre. Voilà. Et alors, donc ça risque de se produire encore cette fois ? Je vais vous dire pourquoi ça va se produire.
je peux vous dire deux choses. Un, ça va se produire, mais Ça va se produire, vous dites. Bon. Je pense que ça va se produire, mais moins violemment pour Paris 2024 que pour ses prédécesseurs. Et je vous annonce que ça ne se produira pas à Los Angeles 2028. C'est la même théorie qui l'explique. Pourquoi ? Parce que la surenchère sur Paris 2024 a cessé il y a 2 mois, et même s'était ralentie un petit peu lors des négociations. Donc en fait, elle a été moins longue. Donc la surenchère dont je parlais a joué, mais moins longtemps. Deuxièmement, alors bien sûr, le dossier de candidature avait été envoyé avant la décision de Bach d'attribuer les Jeux simultanément en 2024-2028, mais on peut penser que ça s'est calmé un peu. Il y aura des dépassements, je vous en donne un, la sécurité. C'est certain, il y aura plus que 186 millions d'euros qui est pour l'instant budgété pour la sécurité. Il y aura environ 1 milliard. Ils ne sont pas dans les 6,7 milliards dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ça se rajoutera. Florent Rodeau, oui. L'élément capital qui peut expliquer une baisse relative de ces dépenses, c'est que 95% des infrastructures existent déjà. Dans les autres villes, dans les autres projets, on devait construire 3, 4, 5 stades. Oui, mais ça n'empêchera pas l'inflation des dépenses. Oui, je suis d'accord avec monsieur. Les coûts de sécurité seront sûrement le coût principal. Après, il y a un centre aquatique et un village olympique à construire. Ça, c'est tout à fait dans le alors justement, Paris a tenu à avoir les Jeux Olympiques en 2024, probablement parce que ça devait être célébré le centenaire, c'est cela Paris aurait bien pris ceux de 2012. Hein. Oui, bien sûr. Alors, en ayant perdu ceux de 2012, il tenait à 2024. Je lui aurais conseillé de prendre 2028. Voilà, vous l'avez conseillé 2028. Et là, Los Angeles, finalement, il gagne financièrement en choisissant 2028. Parce que pendant 11 ans, ils vont pouvoir exploiter cet engouement, cette image olympique. Ça fait quand même 4 ans de plus que Paris. Il y aura des produits dérivés en termes de logement, construction de logements, d'infrastructures, l'hôtellerie. On pense à tout cela. Tous ces secteurs d'activité vont bénéficier forcément de ces 11 ans de préparation au JO. Alors, on va voir tout de suite d'ailleurs quelles sont les villes qui vont profiter de ces JO 2024 à Paris. Paris 2024, c'est toute une organisation. Ces Jeux Olympiques auront pour emblème la Tour Eiffel. À ses pieds, autour d'elle, toutes sortes de compétitions vont se dérouler dans des structures éphémères, comme le beach volley au Champ de Mars ou le tir à l'arc aux Invalides. Mais ces Jeux pourraient profiter de manière durable à d'autres communes, comme Marseille, qui accueillera les sports de voile, ou la ville de Saint-Denis, qui abrite déjà le Stade de France. On est vraiment au cœur du stade olympique et paralympique de Paris 2024 qui accueillera la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture et l'ensemble des épreuves d'athlétisme. J'ai l'avantage du projet Paris 2024, c'est que le futur centre aquatique sera véritablement de l'autre côté de l'autoroute du Stade de France et on aura cette proximité centre aquatique et stade olympique qui va permettre un confort pour les athlètes qui seront à moins de 5 minutes du village olympique. Ce bâtiment qui borde l'autoroute A1 sera rasé et à la place sont prévus 2 bassins de 50 mètres qui serviront ensuite aux habitants du département. Autre avantage pour la ville de Saint-Denis, elle accueillera le village olympique. Tout sera concentré autour de l'actuelle cité du cinéma, ce bâtiment coloré. 17 000 lits prévus pour les sportifs. Le tout sera ensuite transformé en un écoquartier de 2200 logements. Des logements sociaux, des chambres d'hôtel, des bureaux, des activités commerciales, des activités publiques, groupes scolaires, crèches, etc. Donc véritablement un nouveau quartier qui se crée. Coût annoncé pour ce village entre 160 et 180 millions d'euros. Un investissement important, mais beaucoup espèrent des retombées positives. Ça va amener beaucoup de gens, donc ça sera bon pour la ville de Saint-Denis. On créera de nouvelles infrastructures et je pense que le nord de Paris en a plus besoin que d'autres quartiers. Après, je suis pas forcément pour les JO à Paris, mais parce que je trouve que c'est une dépense d'argent pas forcément super utile. Mais si ça crée des logements, par contre, ça devient intéressant. À presque 800 km de là, Marseille se prépare à rénover sa marina pour accueillir les épreuves de voile. Durant les Jeux, 600 bateaux de course vont s'affronter. Pour les admirer, une tribune de 5000 spectateurs est prévue. Donc les courses vont avoir lieu ici, notamment les finales. Et donc on va venir monter une tribune temporaire sur la corniche pendant les Jeux qui vont permettre d'avoir une vision assez claire de l'état de la course. La marina va être agrandie, de nouveaux bâtiments vont être construits. Les utilisateurs du plan d'eau s'en félicitent. S'il est agrandi par un déplacement de la digue, s'il y a des aménagements plus conséquents, effectivement, ce sera bien pour nous. On manque un petit peu de salles de cours ou d'ateliers, donc effectivement, tout ce qui peut se rajouter, surtout avec l'agrandissement du bassin, effectivement, c'est intéressant. Marseille devrait également accueillir les épreuves de foot avec un village olympique proche du stade Vélodrome.
Coût total pour la ville et l'État, 25 millions d'euros. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes dans une édition spéciale JO 2024 qui ont été officiellement attribués à Paris. Les JO 2028 ont été attribués à Los Angeles. Et on retrouve tout de suite Benoît Perrochet en direct de Lima, donc au Pérou, où se retrouvait d'ailleurs la direction du CEO olympique. Bonsoir Benoît, avec Denis bonsoir. Masséglia, le président du CNOSF. Ça a été, racontez-nous un peu Denis, ce long processus pour en arriver jusqu'ici. C'est un long processus, certes, mais je crois qu'on l'a fait étape par étape, avec à chaque fois la volonté de convaincre, de séduire, de montrer que notre dossier était bon, qu'il était exactement ce qu'il fallait pour le mouvement olympique, avec un agenda 2020 qui a effectivement révolutionné les données et qui nous a permis de bâtir notre dossier pour que l'on ait des jeux durables et acceptés par toutes les populations. Moi, je crois que depuis 5 ans, juillet 2011, où on s'est posé la question, beaucoup de chemin a été parcouru effectivement, on y a toujours cru. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi ce qui fait la force des sportifs, y croire. On est resté unis dans l'aventure, on a aussi changé notre format de présentation selon les circonstances. À Rio, à Lausanne, c'était pas toujours la même chose, mais c'était toujours avec le même objectif, montrer que c'était une candidature partagée dans laquelle tous les acteurs avaient leur place, et en particulier les athlètes. Oui, c'était ça, le cœur du projet aussi de Paris, c'était de replacer les athlètes qui font les Jeux Olympiques eh bien, au cœur du projet, et que les politiques derrière un petit peu s'effacent. Parce que les athlètes ont aussi joué un rôle essentiel dans la construction du projet, dans la manière avec laquelle eux avaient leur perception et comment on pouvait effectivement offrir aux autres athlètes un projet qui leur corresponde du mieux possible. Est-ce que c'est vraiment un ouf de soulagement aujourd'hui, le 13 septembre? C'est une date historique, mais on sait que depuis juillet, il n'y avait plus trop de suspense. Bien sûr, on le sait, mais on était programmé pour le 13 septembre. Donc voilà, c'est comme ça. Il fallait aussi que ça soit officiel, il fallait qu'on fasse le travail jusqu'au bout, il fallait qu'on montre que le CIO avait raison de nous faire confiance et il fallait que notre présentation soit à la hauteur des circonstances. C'est quand même un événement historique, tout sauf le banaliser, tout sauf ça. C'est quand même exceptionnel. Voilà, on vit un moment particulier de l'histoire du sport français. C'est la première fois qu'il y a une double attribution. On est les premiers aussi à avoir l'honneur d'organiser les Jeux du centenaire. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Denis Masséglia. Félicitations encore au CNOSF qui a porté ce projet et bien sûr à la ville de Paris. Merci Benoît en direct de Lima. Florent Rodeau, est-ce que pour le sport français, c'est véritablement une avancée ? Oui, il va y avoir évidemment beaucoup d'impact sur le sport français. On pense notamment aux différentes fédérations qui vont voir leur nombre de licenciés augmenter. Cela va dépendre également des performances des athlètes à Paris en 2024. Imaginons la performance d'un judoka va entraîner derrière lui une traînée de poudre. Évidemment, vous parliez tout à l'heure de l'objectif de Laura doubler Flessel. Le nombre de médailles, la ministre des Sports. Ça paraît réaliste ? Autant vous dire que c'est totalement irréalisable. Enfin, c'est irréalisable. On a fait à Rio en 2016, on a fait notre record. La France a fait son record de médailles, 42, battant le record de Pékin de 41 médailles, 84 médailles à Paris en 2024. Excusez-moi, ça paraît totalement irréalisable. Ça vous paraît irréalisable ? Je vais vous tenir des propos d'économistes. Non. Nous avons élaboré, pour les Jeux de Pékin 2008, un modèle économétrique, c'est un modèle économique, avec des mathématiques, qui prédit assez précisément la répartition des médailles par pays à Pékin. On avait deviné 88% de la distribution des médailles. Là, vous en êtes à combien alors pour la France ? On va voir si on est proche. Pour pouvoir faire marcher ce modèle, il faut être 4 ans avant les Jeux, parce qu'on a besoin des données. Donc en 2020, je pourrais vous dire combien la France aura de médailles. Mais mon commentaire va en partie contredire l'autre interlocuteur. Avant cela, je dirais que dans ce modèle, il y a une variable qui s'appelle l'effet pays hôte. Exactement. Et le pays hôte, qui consiste en fait à ce que le pays hôte gagne plus de médailles que ce qu'il devrait gagner s'il n'était pas pays hôte. Alors c'est un effet qui est 10 à 25% de médailles en plus. Qui s'est vérifié avec les Brésiliens l'année dernière, tout à fait. Si on prend comme base 42, plus 10 à 20%, ça fera entre 46 et 84, 50. Voilà. Ça paraît beaucoup. Alors, on verra, je ferai tourner le modèle en temps utile. Par contre, je contredirai mon vis-à-vis sur ce qu'il a développé. Tous les économistes aimeraient pouvoir démontrer, avec des modèles de ce genre-là aussi, que les Jeux, le fait d'accueillir les Jeux, fait venir plus d'adhérents au sport. Et le résultat que nous trouvons régulièrement pour tous les grands événements sportifs, c'est que l'impact
l'impact sur la pratique sportive de ces grands événements, c'est d'augmenter la pratique de ceux qui pratiquent déjà, mais pas de faire venir des nouveaux adhérents. Donc ça ne démocratise pas le sport, c'est ce que vous dites? Ça ne garantit pas. Moi, je pense qu'il y a un appel d'air, je confirme. Ça ne garantit pas l'augmentation du nombre de sportifs en Florent France. Rodeau, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce qu'il peut y avoir des enfants de 7, 8, 9 ans que leurs parents vont inscrire pour la première fois et qui n'étaient pas en âge avant de s'inscrire. Ça crée une génération. Voilà, c'est une nouvelle génération. Au même moment, il y a des vieillards qui vont se retirer pratiquement, aussi. qui va voir ses héros à la télévision et qui va devoir s'inscrire, qui va vouloir s'inscrire derrière dans un cadre sportif. Une nouvelle génération olympique. Jean-Baptiste Guégan, est-ce que ça va redonner du moral aux Français? C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il est venu justement à Paris célébrer l'avant-projet. Il a annoncé que c'était une victoire pour la France. François Hollande a dit la même chose. C'est formidable. Est-ce que ça va redonner le moral aux Français? Voilà. La question du moral, ça va avoir un impact, c'est sûr, mais à court terme. Quand on regarde, finalement, ça a un impact limité dans le temps, ça a un impact limité sur la consommation. Ce qui va être bien, c'est qu'on va enfin avoir l'image d'une France qui gagne et qui arrête de râler parce qu'elle perd. Et ça, honnêtement, ça change. On est un pays qui vieillit et dans ce cadre-là, il est intéressant d'avoir justement un effet d'entraînement. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire justement avec cette idée de génération. On n'arrivera peut-être pas à 80 médailles, mais on arrivera à emmener des gens et à croire en une France qui gagne. Et ça fait un bout de temps quand même qu'on n'a pas ce discours-là. Là, il y en a énormément qui râlent sur ça. C'est intéressant d'avoir justement cet effet-là. Ça participe justement d'une mobilisation à l'intérieur du pays. Si vous permettez, un peu dans le même sens, il y a une étude qui a été réalisée par la London School of Economics et la Paris School of Economics, c'est-à-dire un bout de mon université, qui a essayé de voir avec des mathématiques... L'impact sur le moral? Non, l'impact sur le bonheur des gens. Ça a un impact sur le bonheur des gens? Est-ce que les Jeux Olympiques rendent les gens plus heureux? Par exemple, à Londres 2012, qu'à Berlin... Et la réponse est oui. Et la réponse c'est oui, mais ça dure qu'un an. Mais ça dure qu'un an. On est avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui est donc à Lima, au Pérou, qui a bien sûr soutenu avec vigueur la candidature de Paris. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, votre réaction. Bon, ce n'était pas une surprise, mais bien sûr, j'imagine que vous êtes très satisfaite. C'est quand même une grande émotion parce que vous savez, quand vous travaillez 2 ans pour une candidature et puis que vous avez vécu les échecs de 2008 et 2012, on est quand même très très soulagé. Et puis surtout, ce qui était formidable, c'est qu'on a montré le visage d'une France qui est optimiste, d'une France qui est sûre de ses atouts, d'une France qui a envie de gagner. Et c'est vrai que c'est en cela que vraiment ce travail d'équipe a été formidable. Et j'espère qu'il va y avoir un petit peu de cet optimisme, de ce bonheur d'avoir les Jeux qui va se répandre dans tout le pays et dans toute la région évidemment. Alors comment justement Paris, la physionomie de Paris va-t-elle finalement changer? Ça va beaucoup se produire à Saint-Denis? Alors d'abord, il faut savoir que non, c'est toute la région qui est concernée puisqu'il y aura aussi des épreuves en Seine-et-Marne, d'autres dans les Yvelines, d'autres dans les Hauts-de-Seine. En réalité, tous les départements pratiquement sont concernés par une ou plusieurs épreuves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord des transports qui arriveront à l'heure. Et ça, c'était la première raison pour laquelle j'ai soutenu cette candidature au démarrage. C'était parce que nous avons besoin de beaucoup moderniser notre réseau de transport. Et évidemment, là, on a une date butoir 2024 et tout devra être prêt pour cette date-là. C'est un sacré défi, Valérie Pécresse. C'est un sacré défi. Ah, je le sais bien, mais moi, ça me permet d'être sûr que l'État sera au rendez-vous de ses engagements. Vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, en parlant d'État, pardonnez-moi, je vous interromps. On a vu qu'il y aurait un budget de 1,5 milliard de la part de l'État. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Ça paraît peu par rapport justement aux chiffres dont on parle. Le budget global serait plutôt de 6,6 milliards et la participation de l'État de 1,5 milliard. Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une candidature qui était dès le départ sobre. On a 95% des infrastructures sportives qui accueilleront les Jeux, qui existent déjà ou alors qui seront temporaires. La seule grande infrastructure qu'on va faire, c'est la piscine. Toutes les autres existent déjà et ça, c'est vraiment important de le dire parce qu'il ne faut pas que les Français croient qu'on a fait une candidature dispendieuse. Mais en revanche, moi j'ai tenu à ce qu'il y ait dans le budget qu'on va mettre une partie qui permettra de développer le sport de proximité, de faire émerger vraiment le sport dans la vie quotidienne de tous les Franciliens et j'espère de tous les Français. On parle également de développement d'infrastructures durables. Ça fait partie du projet justement d'utiliser des matériaux durables?
Bien sûr, il y a une dimension très écologique au projet. La première des dimensions, c'est le fait qu'on pourra aller dans toutes les infrastructures en transport en commun. Et ça, c'est évidemment la première candidature sans embouteillage. En tout cas, on l'espère. Et si on y arrive, ce sera vraiment super. Et par ailleurs, on va développer autour des Jeux tout un écosystème d'entreprises, de start-up qui vont amener du digital, qui vont amener du numérique. Et tout ça, ça nous servira pour le tourisme après, pour accueillir des touristes après la période des Jeux. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous en direct de Lima au Pérou. Alors justement, sur les retombées économiques, elle en parlait Valérie Pécresse. Alors j'ai vu des évaluations extrêmement contrastées puisqu'on parle de entre 5 milliards et 10 milliards de retombées économiques. Pourquoi est-ce qu'on parle du simple au double ? Parce qu'on est des bons statisticiens. Bon. Alors je vais vous expliquer. Difficile tout de même. Vous avez repris les résultats de l'étude d'impact qui avait été commanditée par le comité de candidature, qui a été réalisé par des chercheurs de Limoges et qui avait demandé à être conseillé par 3 experts internationaux. Il se trouve que j'étais l'un des 3. Et ce que nous avons voulu éviter, c'est comme tous les jeux précédents, de produire un seul chiffre mirobolant que tous les politiques vont répéter à l'envi pendant des mois. On a voulu faire ce que font des statisticiens sérieux, c'est-à-dire des scénarios. Un scénario pessimiste, il conduit à 5 milliards. Un optimiste qui conduit à 10,7 milliards. Et le plus crédible, c'est le plus probable, c'est le scénario central qui conduit à un impact un peu supérieur à 8 milliards d'euros. Florent Raudot, quelles sont les prochaines étapes ? Parce que si j'ai bien compris, il va y avoir des transformations institutionnelles. A priori, Tony Estanguet reste le leader de l'ensemble, mais on ne sait pas encore très bien qui sera le directeur général. Comment ça va se passer ? Eh bien, fini le comité de candidature, place au comité d'organisation qui sera, vous l'avez dit, le COJO, voilà, qui sera pris par Tony Estanguet, qui était finalement l'homme clé, l'homme de base de cette candidature. Il avait été choisi par Bernard Lapassé, l'autre coprésident de 2024. Il est membre du CIO, Tony Estanguet. Il est triple champion olympique. Il a vraiment l'image du chevalier blanc dans le sport. C'est vraiment quelqu'un que l'on respecte. Certains d'ailleurs disent que c'est la cheville ouvrière d'ailleurs de cette candidature. Donc modification aussi des effectifs qui vont se réduire dans les mois prochains. Voilà, quid également du directeur général, vous en parliez. C'est Étienne Tauboura qui tient la corde actuellement, un ancien champion de badminton. Il devrait garder son poste. J'ai entendu dire que Anne Hidalgo voulait une candidature plus politique. Oui, on pense notamment à Jean-Claude Blanc, qui est le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, qui a fait toute sa carrière dans le sport, mais qui a un profil qui connaît beaucoup moins l'environnement olympique, j'ai envie de dire. Salaire aussi. Alors pourquoi lui ? Ah oui, salaire différent, d'accord. Pourquoi Étienne Tauboura ? Oui. Parce que finalement, ça va dans le sens de cette candidature, l'axe sur les sportifs. On veut véritablement mettre en avant les sportifs. Et je vous l'ai dit, il est ancien champion olympique de badminton. Et le salaire différent. C'est la raison principale. Étienne Tauboura, il a aussi d'autres caractéristiques. C'est et puis il était dans cette... Voilà, c'est l'ancien directeur de Kenéo. C'est lui qui a suivi les 2 dernières candidatures olympiques. Ensuite, il a été de la victoire de Tokyo. C'est quelqu'un qui connaît vraiment le fonctionnement. Et c'est un homme de réseau, c'est un homme d'impact. C'est un homme qui aujourd'hui compte dans le sport français. Alors j'ai vu que les places, a priori, d'abord qu'on pourrait commencer à payer pour des places en 2022, donc un an avant le démarrage, et qu'il y aurait des places à moins de 50 €. C'est vrai ? Oui, la moitié des billets coûterait moins de 50 €. Cela concerne quand même 13 millions de tickets. Certaines places se vendront même aux alentours de 15 €. 2 objectifs à cela. Remplir bien sûr les tribunes, puisque des JO sans public, ça n'a évidemment pas la même saveur. La deuxième raison qui me semble plus plausible, c'est remplir les gradins des épreuves les moins spectaculaires. Évidemment, les gens ils vont plus aller voir l'athlétisme que le badminton, par exemple. L'athlétisme sera plus cher ? C'est possible. A priori. Au Stade de France, c'est possible. Donc c'est pour vraiment répartir le public sur l'ensemble des épreuves, qu'il n'y ait pas des épreuves où il y a un public, où les gradins sont pleins, et d'autres où il n'y a personne dans le public. Il y a un enjeu démocratique aussi derrière. Un enjeu démocratique ? C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'aussi les gens qui ont moins de moyens puissent profiter de la fête. Parce que si on laisse systématiquement les gens qui n'ont pas de moyens en dehors des Jeux, on ne résout pas finalement la question olympique. On ne permet pas aux gens de profiter du moment. Oui, vous êtes d'accord, j'imagine, Vladimir Andreev. Oui. Donc il y aura une variation de prix pour différents événements. Non, c'est une application d'un principe économique connu qui est le dynamic pricing. Voilà, on va pas faire le même prix pour tout le monde et à tout moment. Un mot sur les Jeux paralympiques dont on parle très peu. On va en parler, Florent. Faut juste, là, on revient un petit peu sur le titre tout de même de la soirée. Sachez que c'est officiel. Paris est donc la ville qui va accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Los Angeles, ça sera pour 2028. Donc maintenant, c'est officiel. Et Emmanuel Macron vient justement de réagir à cette candidature officielle aujourd'hui.
ce que le Comité international olympique a reconnu, c'est aussi l'image et les valeurs de la France. La volonté de la France de porter les valeurs de l'olympisme. Ce que le Comité international olympique a reconnu, c'est votre énergie, votre volonté de porter ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui et votre capacité à porter ces Jeux pour 2024. Et voilà, Los Angeles accueillera donc les JO en 2028. Pour Paris, ça sera 2024. C'est historique pour la Ville Lumière puisque cela faisait bien 100 ans qu'elle n'avait pas organisé de Jeux olympiques. Présenter Paris et qu'elle n'avait pas réussi à obtenir. Je suis toujours en compagnie donc de mes invités, Jean-Baptiste Guégan. C'est vrai que comment réagissez-vous justement à la déclaration d'Emmanuel Macron? Bon, évidemment, il est satisfait. Évidemment, c'est aussi une victoire politique. Alors c'est une victoire politique pour lui, évidemment. Il pourra en tirer bénéfice pendant longtemps, en tout cas pendant tout son mandat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il parle de valeur. L'idée, c'est vraiment la construction d'une sorte de nation branding. On vend la marque France à l'étranger et on insiste sur l'attractivité. On en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est justement de mettre en place à l'échelle internationale une stratégie de rayonnement. Le sport sert. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire. On va jouer la France, ses valeurs, ce qui fait l'identité de la France à l'étranger. Et les Jeux sont la meilleure vitrine possible. Et on va voir d'ailleurs que donc la France, Paris, pardon, eh bien, n'a pas réussi justement à obtenir ces JO pendant de nombreuses fois. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques, c'est d'abord l'histoire d'un échec, ou plutôt de 3 échecs consécutifs. Les 30e Jeux Olympiques de 2012 sont attribués à la ville de Londres. Ce 6 juillet 2005, c'est la joie dans le camp britannique et la douche froide du côté de la délégation portant la candidature française. Elle croyait dur en ses chances, persuadée de la supériorité de Paris en matière d'infrastructure, à tel point qu'elle en a négligé le lobbyisme. L'échec est d'autant plus dur que Paris avait déjà raté les Jeux d'été de 1992, car cette année-là, les Jeux d'hiver avaient déjà été attribués à Albertville. 10 ans plus tard, la capitale française doit encore s'incliner face à Pékin, archi-favorite. L'échec de 2012 laisse un goût tellement amer que c'est après mûre réflexion que Paris décide d'être à nouveau candidate pour 2024. Fin 2014, François Hollande s'y déclare favorable. Un projet peu coûteux basé sur les infrastructures déjà existantes finit par remporter l'adhésion de la maire de Paris, longtemps réticente. Sur 5 villes candidates, Hambourg, Rome et Budapest finissent par jeter l'éponge. Paris affronte donc Los Angeles. Le 23 juin dernier, la capitale française se transformait en parc olympique éphémère. Un mois plus tard, Los Angeles annonçait un accord avec le CIO lui permettant d'accueillir les Jeux de 2028. Un accord entériné ce mercredi à Lima. Florent Rodeau, donc cette fois, c'est un petit peu la diplomatie du sport qui va compter également. Oui, on se souvient de la diplomatie gastronomique vantée par Laurent Fabius il y a 2 ou 3 ans de cela. C'est évidemment, comme le disait monsieur, une vitrine sur le monde. Paris va pouvoir afficher ses monuments, sa force, ses transports, ses valeurs d'une certaine manière. C'est tout positif pour Paris. Tout positif pour Paris, mais vraiment, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, parce que évidemment Valérie Pécresse parle de transports qui arrivent à l'heure, enfin bon, on peut aussi imaginer scénario catastrophe, on peut aussi imaginer des transports qui n'arrivent pas à l'heure, des mouvements de foule, et puis on ne parle même pas de la sécurité, évidemment. Mais à ce moment-là, on ne fait rien. Donc, non. Là, ça serait loin en tout cas de l'image paradisiaque. Voilà, non, ce qui est intéressant avec toutes ces manifestations sportives, c'est que derrière, il y a un véritable enjeu, c'est un enjeu d'aménagement des territoires. Et là, en l'occurrence, c'est l'occasion de faire le Grand Paris avec de l'avance, de débloquer les fonds plus rapidement, d'avoir finalement un peu moins de lourdeur administrative et finalement de permettre d'améliorer la vie des gens. Il y aura les embouteillages, c'est certain. Les Jeux de Paris vont être les premiers à respecter l'accord de Paris sur le climat, en tout cas pour les grandes manifestations sportives. Donc ils vont vraiment faire attention à l'utilisation des matériaux. On va essayer. Et l'idée, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai...
il y a une vraie stratégie, il y a une vraie envie de changer les choses. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'ai envie de vous dire, on verra bien. Maintenant, Regardez, à Londres, finalement, les faire. appartements sont restés vides, tous les locaux... Oui, mais le quartier de Stratford a changé. Alors le problème, après, il faut éviter un autre biais, c'est-à-dire que... Comment faire pour réutiliser des choses ou des infrastructures qui ont été mises en place spécifiquement pour les JO? Je pense que là, le projet est bien pensé. C'est-à-dire que le projet de la plaine Saint-Denis, par exemple, on va avoir des milliers de logements qui arrivent dans une zone qui devait être convertie. La seule question qui va se poser, c'est est-ce que les gens qui étaient présents avant vont pouvoir rester? Et là, on est face à un phénomène qu'on appelle la ségrégation socio-spatiale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en langage courant? C'est le fait d'enlever les pauvres, de les repousser loin. On l'a vu à Rio, on l'a vu à Londres, et le vrai enjeu, il est là. Est-ce qu'on va avoir des jeux qui vont exclure les plus pauvres, ou est-ce qu'on va les inclure? Et là, le véritable enjeu, il est là, et personne n'en parle. Alors on retrouve tout de suite Karim Yayaoui qui est au Trocadéro où on attend justement de voir les anneaux olympiques. Karim, est-ce qu'on a pu voir ces anneaux olympiques sur la place du Trocadéro? Alors ces anneaux ont été découverts tout à l'heure, il y avait pas mal d'athlètes présents et c'est vrai que ça a été un moment d'émotion malgré une pluie battante. Courageusement ils sont venus et il y avait notamment Estelle Mosley qui est avec nous. Alors c'était un moment particulier tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on attendait ces JO. Un moment particulier, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on attendait ces JO. Là c'est un peu symbolique puisque c'est 100 ans après qu'on les aura et on les a ratés à de nombreuses reprises et enfin on les a. Donc même si on s'y attendait, ça fait toujours beaucoup d'émotion de les avoir. Alors vous, j'imagine que vous espérez au niveau sportif des résultats pour ces JO. Vous faites partie de la jeune génération. Vous allez commencer déjà à vous préparer dès maintenant pour ces JO? Je ne pense pas être compétitrice encore en 2024. Je serai impliquée dans le sport, c'est sûr, pour de nombreuses causes du sport, mais peut-être pas en compétition. Par contre, oui, je pense grandement qu'on aura un record de médailles en 2024 pour le sport français. Alors c'est vrai qu'on a croisé des athlètes qui appartiennent à cette génération qui se prépare pour 2024. Il y a déjà des objectifs dans l'air? Il y a des objectifs, je pense qu'il y a des objectifs pour beaucoup de jeunes puisqu'il y a des espoirs actuellement. Je pense que vous avez vu des espoirs là qui étaient présents aujourd'hui. Et les espoirs forcément, ce qu'ils visent c'est les Jeux. Quand on est sportif de haut niveau, on vise toujours les Jeux. Quand notre sport a la chance d'être un sport olympique et un des objectifs de médaille très certainement planent dans leur esprit. Alors ces JO, on espère du côté des autorités qu'ils ne vont pas coûter très cher. On n'arrête pas de nous expliquer qu'on va tenter de maîtriser le budget. C'est vrai que c'est difficile à chaque fois. Vous pensez que la France va y arriver parce qu'il y a déjà pas mal d'infrastructures qui existent déjà? J'espère qu'ils vont y arriver. En tout cas, c'est vrai que notre force, la force de cette candidature a été de bénéficier d'infrastructures déjà existantes. La piscine olympique va être créée, le village olympique va être créé. À part ça, rien ne devrait être créé. Donc ça limite un peu les budgets et ça permet d'espérer aussi pas de dépassement ou sinon un dépassement moindre. D'accord. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec Thierry Rey qu'on a croisé. Il expliquait que la force de cette candidature cette fois-ci, c'est d'avoir évidemment compris les erreurs du passé et d'avoir mis en avant beaucoup plus les sportifs et un peu moins les politiques. Vous partagez son analyse, vous avez le sentiment que ça a joué ? Oui, les sportifs ont été énormément mis en avant. Ensuite, faut voir ce que c'est. Les Jeux Olympiques, c'est un événement sportif. Donc, dès le départ, ils ont compris que c'était les sportifs qui pouvaient le mieux possible parler de cette candidature, mettre en avant la candidature et parler de leur expérience vécue et de ce qu'on pourrait vivre à nouveau en ayant les Jeux chez nous. Donc oui, les sportifs ont été beaucoup plus mis en avant cette fois-ci, mais c'était un travail quand même de tous. Il y a eu quand même des politiques, il y a eu des sportifs et puis il y a eu aussi des Français, la population française qui était présente pour cette candidature. Et pour les athlètes, ça change beaucoup de faire les JO à la maison ? Ça change énormément. J'ai pu voir un exemple pour des Brésiliens qui faisaient les Jeux chez eux au Brésil. Ça change beaucoup puisque la compétition, c'est le physique, c'est les entraînements, mais c'est aussi beaucoup le mental. Et d'avoir un public qui porte son athlète peut faire basculer la donne à la dernière seconde pour l'athlète. Merci beaucoup Estelle Mosley. De rien. Voilà ce que nous expliquait Estelle Mosley. Donc c'est vrai que c'était une soirée un peu pluvieuse, mais les athlètes étaient au rendez-vous. Ce n'est pas vraiment une surprise de voir la France désignée pour 2024. Maintenant, il reste tout à construire aussi une dynamique. Évidemment, dans l'esprit de beaucoup d'athlètes qu'on a croisés ce soir, ça commence dès ce soir.
Merci Karim. On devine derrière vous les anneaux olympiques. On les voit un petit peu, pas tout à fait. Si vous poussez un petit peu sur la droite. Je vais m'écarter, vous allez mieux les voilà. voir. Voilà, merci. Donc on les voit enfin, ces anneaux olympiques qui ont donc été dévoilés tout à l'heure par l'adjoint au maire de Paris, par Christophe Girard. Merci Karim. Un peu d'ambiance tout de même au Trocadéro. Et c'est Anthony Saint-Léger qui m'a rejoint parce qu'il va nous donner un peu les réactions sur les réseaux sociaux et sur Internet de justement cette candidat de Paris, ville olympique pour 2024. Oui, un faux suspense et forcément cette décision, ça a été difficile pour Anne Hidalgo, regardez, de retenir ses larmes à l'annonce de cette décision, donc un faux suspense, mais tout de même une réaction disproportionnée pour certains internautes. C'est ce que nous dit par exemple CM, elle fait la femme étonnée et rassurée alors qu'il n'y avait aucun suspect. Anne, aucun, nous dit-elle, digne même peut-être d'une actrice de cinéma. Tout de même, certains ont trouvé cette réaction tout à fait appropriée et même un grand moment d'histoire pour le sport français. Un sentiment de joie partagé aussi par plusieurs hommes politiques. L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, se disait très heureux pour son ancienne ville et pour la France. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui se félicitait du pari réussi, du pari olympique. Le Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui y voyait une France déjà transformée, optimiste et conquérante. Scepticisme tout de même de certains élus, de certains membres de l'extrême gauche, notamment Philippe Poutou, qui reprenait une de ses idées de 2009, un grand projet inutile et imposé, et qui a revisité les anneaux olympiques en un nom clair et franc donc. Et vous avez commencé avec les critiques, alors il y en a eu d'autres, Anthony. Oui, et ce alors que les Français, d'après un sondage publié par l'IFOP il y a quelques jours, voient ça comme une plutôt bonne nouvelle à 83%. Mais parmi les critiques, en effet, il y a les hausses des loyers, l'écart aussi d'une partie de la population parfois. Le budget, évidemment, c'est d'ailleurs un peu l'allusion faite par cet internaute pour fêter les Jeux à Paris 2024. Eh bien, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir pour commencer à économiser les 6 milliards d'euros qu'ils vont coûter. Plus sérieusement, ce maire écologiste du 2e arrondissement de Paris, lui, déplore dans une tribune justement une candidature, selon lui, motivée par les intérêts privés et une organisation qui se fera au détriment de la population, estime-t-il. Et ce, malgré la communication faite par toute l'équipe de candidature. Par exemple, la ministre des Sports, avant la décision, défendait un impact économique positif et avançait le chiffre de 11 milliards d'euros de retombées. Mais la chose ne sera pas facile puisque, en moyenne, tous les Jeux ont en général dépassé leur budget prévisionnel, sauf Los Angeles en 1984, 150% en moyenne selon une étude de 2 chercheurs américains, même s'il y a aussi des désaccords concernant ce qu'on doit inclure ou non dans le budget. Et ce décalage est souvent en clair dû à des prévisions de dépenses qui, elles, sont sous-estimées et à des retombées économiques qui, elles, sont surestimées. Et illustration peut-être de cette polémique, la Seine-Saint-Denis, qui sera au cœur du dispositif. Le département accueillera en effet 6 sites de compétition, les cérémonies d'ouverture et de clôture, le village olympique. C'est d'ailleurs l'argument avancé devant le CIO pour éviter les critiques qu'on a eues après Rio ou encore après Athènes. Et justement, le maire de Saint-Denis se veut plutôt optimiste. Ce sera pour lui l'occasion d'avoir pour les habitants un meilleur cadre de vie, l'occasion aussi de redorer l'image de la ville et du département, qui est le plus pauvre de France. Enthousiasme partagé par le président du conseil départemental, mais un avis qui est loin de faire l'unanimité. Pour le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, il est dommage qu'il faille les JO pour construire par exemple des écoquartiers, pour enfouir des lignes haute tension. Il espère que les équipements pourront enfin profiter aux habitants. Merci Anthony, et direction tout de suite Lima, puisqu'on retrouve notre envoyé spécial Benoît Perrochet qui a 2 invités de marque, puisqu'il s'agit de Tony Estanguet et de Marie-Josée Pérec. Oui. Et oui, 2 figures de l'olympisme français, le président du comité de candidature victorieux, Tony Estanguet. La preuve est là, ça vaut cher, ce petit panneau Paris 2024. Félicitations à vous, Tony Estanguet. Et bien sûr, vous la reconnaissez, Marie-Josée Pérec, l'autre figure de l'olympisme bien connue en France. Félicitations à vous deux, en tout cas ce soir.
Merci beaucoup, on est ravis effectivement avec Marie-Josée Pérec que je tiens vraiment à remercier parce qu'elle était là, elle, depuis le début. Depuis le premier jour, Marie-Jo, elle a dit moi j'y vais et vous pouvez compter sur moi, et à chaque fois pendant plus de 3 ans, voilà, elle a été là et ça a donné énormément de force finalement. Je pense que le succès de Paris 2024, ça repose aussi sur l'implication des athlètes, donc merci Marie-Jo. Oui, c'est ça, un peu l'implication des athlètes, les athlètes qui ont été mis en avant dans ce projet, parce que avant tout, le sport, c'est les athlètes qui créent ces émotions. C'est vrai qu'on dirait que le mot-clé, finalement, c'était les athlètes au cœur du projet. Et on l'a vu pendant tout le long, on se battait, on a tout fait pour cette candidature. Mais alors, qu'est-ce qu'on est bien récompensé, hein? Racontez-nous un peu, Tony, ce matin quand vous êtes réveillé, comment vous vous sentiez? Écoutez, j'ai bien dormi déjà, c'était pas mal parce que vous savez, la veille d'une compète, vous savez jamais trop comment vous allez dormir. Mais ce matin, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal, docteur, mais je me réveille, j'avais le cœur à 200 quoi. Donc je m'étais pas encore levé, j'avais déjà le cœur à 200. Donc il y a quand même beaucoup de tension et d'émotion, mais voilà, encore une fois, il y a une équipe incroyable qui avait envie de montrer le meilleur visage de Paris 2024 jusqu'à la dernière seconde. Et moi, je suis tellement fier de cette équipe. Je tiens vraiment à les remercier parce que tout le monde a joué sa partition et c'est une victoire collective. Mais c'est vrai, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout le monde y a donné de son temps, de son énergie. On n'a jamais dit non, on ne dormait plus. Mais vraiment, c'est... Prête à faire 12 heures de vol ici pour assister à l'annonce. Je veux juste que vous me parliez d'une journée en février 2015, quand vous apprenez que vous allez être le coprésident de ce comité de candidature. Et ça, vous n'y étiez pas vraiment préparé à ce moment-là. Oui, c'est vrai que pour moi, tout ça était assez nouveau. Voilà, c'est un peu une nouvelle vie et ça n'a pas été facile pour moi de trouver mes repères, de trouver mes marques. Mais encore une fois, je me suis engagé avec confiance parce que je savais que les athlètes étaient derrière, je savais que je pourrais m'appuyer sur eux et du coup voilà, j'y suis allé, j'ai appris avec eux et on a franchi les étapes les unes après les autres. Au début, il y a beaucoup de gens qui me disent mais ça va être compliqué, il y a telle ville, les Américains, voilà. Mais voilà, quand la France travaille ensemble, quand on est ambitieux, quand on se donne les moyens de réussir, on y arrive. Et c'est ça l'enseignement, je crois, de cette victoire. Alors les étapes, dernière question, les étapes qui vont venir maintenant pour Paris 2024, c'est quoi ? C'est la fête, hein, on va faire un peu la fête, ça c'est une étape importante. Ça c'est le très court terme puisque c'est dès ce soir, voilà. Et puis vendredi à Paris. Et puis après voilà, on va rentrer sur Paris et puis très rapidement, dès la prochaine semaine, on va continuer à travailler. Il y a beaucoup de travail maintenant pour créer le comité d'organisation et les entités qui vont devoir délivrer les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Merci à vous deux, félicitations à vous deux. On est ravis évidemment en tant que Français d'accueillir les Jeux. Voilà le sésame qui vaut cher. Stéphanie, on va le revoir une fois. Paris 2024 avec ce logo. Maintenant, il n'y a plus ville candidate, c'est la ville hôte des Jeux de 2024 Paris. Voilà, félicitations à tout ce comité de candidature. Paris, ville haute. Merci beaucoup Benoît. Florent Raudot, on a vu tout de même encore de l'émotion beaucoup chez Tony Estanguet et Marie-Josée Pérec. Et elle a bien dit que les athlètes ont été mis en avant finalement cette fois, peut-être plus qu'auparavant. Oui, c'est l'un des 3 piliers fondamentaux de cette victoire, l'aspect patrimonial, les infrastructures qui existent et une candidature axée sur les sportifs. Vous avez vu Tony Estanguet, mais on a vu également au premier rang de la salle Teddy Riner, double champion olympique, et nombre d'athlètes, Michael Jérémiaz, champion paralympique de tennis. Voilà, c'est vraiment la candidature qui a été axée sur les sportifs. Comment ont-ils été mis à contribution concrètement ? C'est-à-dire dans les médias, dans les opérations de communication, ils ont été toujours très disponibles. Ils sont allés raconter aux membres du CIO leur expérience olympique pour savoir à quel point ça les avait marqués, pour finalement donner envie au CIO de leur donner les Jeux en 2024, en prenant l'exemple tout simplement de succès sportifs du passé. Jean-Baptiste Guégan, finalement, on se dit que la clé, c'est la gestion du projet. C'est-à-dire que s'il est bien géré, la com peut-être, mais s'il est bien géré, ça ira. S'il est mal géré, ça risque d'être problématique. Alors, il y a déjà la manière de vendre les choses. C'est-à-dire que si on ment pas, si on n'exagère pas, ce sera tout de suite une vraie réussite. Je pense que c'est le premier enjeu. Après, il y a toute la question finalement du déroulement. On ne sait pas ce qui va se produire. Là, ce qu'on voit, c'est surtout un superbe exercice de communication politique. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes éléments de langage, en même temps, au même moment. Et le fait d'avoir mis les athlètes en avant, c'est aussi une manière d'axer sur le sportif. Est-ce que ça va donner des résultats ? On verra ça dans les années qui viennent. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde reprend les mêmes éléments de langage en même temps. Ça veut dire que c'est très coordonné. La vraie réussite de Paris, c'est celle du lobbying. C'est une vraie capacité de lobbying qui passe par les athlètes. On avait dit ça de Londres, justement, en 2012. C'est simple. Tony Estanguet, c'est le Sébastien Coe français.
Il est surnommé d'ailleurs le Sébastien. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment. Donc il y a une vraie réussite stratégique de ce point de vue-là. Là, en termes de stratégie, on est d'accord. Mais stratégie comme et lobbying, si vous voyez les trois ensemble, vous avez une stratégie de réussite. Et les Los Angeles, ça fait exactement la même chose avec son panel d'athlètes, des politiques et des investisseurs. Finalement, les trois assemblés, avec une fois une stratégie cohérente, eh ben, on gagne. Parce que, en fait, Paris avait perdu parce qu'elle n'avait pas justement été bonne lobbyiste auparavant. Vladimir Andreev. Ah oui. Oui, vraiment. Il y a un livre entier qui a été écrit par Deran Dinger, qui était impliqué dans la candidature de Paris 2012, qui explique en 300 pages qu'on était très mauvais sur les questions de lobbying, c'est sûr. Donc là, on a été meilleur. Complexe de supériorité, finalement, qu'a eu la France lors de la candidature de 2012, qui s'est retourné contre elle. Mais il faut se méfier toujours de cela, parce que annoncer des choses mirobolantes peut contribuer à ce complexe-là. Donc on a senti d'ailleurs une certaine prudence, même de la part de Valérie Pécresse, une certaine prudence. Est-ce que vous pensez tout de même, là aussi, que la gestion sera clé dans la mise en œuvre? Oui, tout à fait. Moi-même, je suis partisan d'une gestion des coûts par un audit qui s'emparerait du dossier des coûts et qui les suivrait pas à pas tous les trimestres ou tous les semestres. Il y aura des dépassements. Ça a même été dit presque officiellement tout à l'heure, mais il faudrait vraiment les limiter. Parce que si on dépasse même 8 milliards, qui est l'impact attendu, eh bien, ça veut dire que ça valait peut-être pas la peine d'organiser les Jeux. Donc il faut vraiment... Vous dites ça veut dire que ça valait pas la peine de les organiser. Vous allez jusque-là. Il faut, pour qu'on n'arrive pas à cette conclusion, il faut contenir les coûts absolument en dessous de 8 milliards. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait un audit composé d'économistes, statisticiens, experts comptables. Vous ferez peut-être partie alors. Moi, je suis à l'Observatoire. Notre conseil scientifique est composé de gens comme ça. Il faut des garants, il faut des garde-fous en tout cas, c'est ce que vous dites. Il faut que soit créé un organe ad hoc pour faire ça. Florent. Ce qui n'a jamais été le cas. Non. Ce qui n'a jamais été le cas. Et ça pourrait être un argument. Ça aurait pu être un argument de candidature. L'invité qui était à votre place avant vous disait exactement la même chose. Il fait partie du conseil scientifique que je préside. Et c'est un économiste. Ce n'est pas une coïncidence. Non. Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Guégan? Il y a des éléments de langage aussi. Voilà. Il y a une vraie stratégie. C'est-à-dire quand on regarde les coûts pour Athènes et pour Londres, on est à plus de 10 milliards d'euros. L'idée, c'est que si on reste dans cette fourchette-là, les gens vont suivre, les gens vont adhérer. Et surtout, on va donner un exemple aussi pour la suite. Pas que pour la France, mais pour les autres. Et ce type de structure-là, c'est une manière aussi de responsabiliser le politique par rapport à des dépenses qui pourraient être somptuaires. Le politique, il raisonne à court terme. Malheureusement, une population vit sur un temps beaucoup plus long qu'un mandat. Et donc, c'est facile de dépenser à tout va et de laisser la charge aux autres. C'est ce qu'on a fait souvent dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation plutôt de disette. On est dans une situation de réduction des coûts. Il y a un point très important dans ce qu'il a dit. Si nous dépassons les coûts, si on est dans le rouge, combien aurons-nous de candidats pour 2032 voilà. L'enjeu est là. 0. C'est la pérennité des Jeux Olympiques et de ce type de manifestation globale qui est en jeu. C'est la pérennité des Jeux Olympiques qui est en jeu. Vous êtes d'accord, Florent, avec justement cette maîtrise des coûts? On en parlait, plusieurs villes candidates pour une Olympiade. Là, il y a 2 villes candidates pour 2 Olympiades. On voit bien que l'attrait olympique baisse, que le CIO a de plus en plus de mal à trouver des villes sérieuses qui proposent des infrastructures haut niveau. Donc c'est un vrai problème pour le CIO. En même temps, il va falloir pouvoir s'y tenir, parce que ça, ce sont les principes. Mais il va falloir effectivement... Il faut s'en donner les moyens. Voilà. On contrôle les coûts. On contrôle les coûts. Et on facilite les impacts. Et puis on est dans une logique de gestion transparente. Je pense que là, ça fera du bien. Je suis d'accord. Alors justement, transparence, parce qu'on sait qu'il y a un problème de corruption, en l'occurrence avec Rio, pardon d'en parler, qui concerne le comité olympique. Est-ce que ça pourrait nuire justement un petit peu à l'image de Paris JO 2024 pour une raison précise. Il est impossible qu'il y ait eu de la corruption pour 2024 et 2028, puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat. C'est exactement ça l'argument. Donc là, c'est imparable. C'est impossible. Donc c'est impossible. Donc la voie est ouverte pour qu'il y ait des gens qui sont complètement fous, mais c'est pas le cas. C'est ça. Donc la voie est ouverte pour qu'il y ait plus de transparence. On retrouve Benoît Perrochet. Est-ce que c'est Laura Flessel que l'on retrouve, qui est donc avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Lima au Pérou. Bon, j'imagine que vous êtes très enthousiaste. Heureuse. Le mot est, c'est vraiment ça, je suis heureuse. Après gérer plus de 2 ans et demi de travail avec un collectif qui a été présent et qui était là jusqu'au bout, on ne peut qu'être heureuse de ramener, en fait, gérer les Jeux en France parce que c'est aussi historique puisque ça fait 100 ans que la France n'a pas eu les Jeux olympiques et paralympiques. Donc voilà, je suis heureuse. Est-ce que ça va être un grand moment pour le sport français ? Ça va être une transformation.
une transformation parce qu'on va travailler sur cet équilibre qu'on veut pour renforcer, gérer et casser des croyances, respecter l'autre, travailler sur l'inclusion par le sport. On va se permettre de renforcer le travail qui est fait sur la valorisation de la pratique au féminin. On va vraiment se donner les moyens de travailler encore plus avec les territoires pour être vraiment, pertinent sur le travail qu'on veut donner et l'image qu'on veut avoir, au final en 2024. Donc effectivement, c'est une responsabilité, mais on va assumer. Vous voulez doubler le nombre de médailles, avez-vous dit? C'est réaliste? Alors oui, effectivement, on a travaillé pendant 2 ans et demi pour avoir les Jeux, là on les a. Maintenant, on va travailler aussi pour que sur le plan de la performance sportive, qu'on puisse aller chercher, un positionnement sur des podiums. Je suis une sportive de haut niveau, donc je vais donner les moyens justement aux sportifs, aux entraîneurs, aux fédérations, pour aller chercher ces Marseillaises qu'on aura à cœur à entendre parce qu'on aura travaillé sur 7 ans. Donc on va cristalliser ça, on va travailler en ce sens, mais surtout on va honorer cette confiance parce que c'est une confiance qu'on nous donne aujourd'hui. Donc on va travailler en ce sens. Merci beaucoup Laura Flessel d'avoir été avec nous ce soir en direct de Lima au Pérou. Et on retrouve tout de suite à Paris, place du Trocadéro, Karim Yayaoui, notre envoyé, et que vous voyez qu'il est devant justement les anneaux olympiques. Karim. Bonsoir, rebonsoir. Alors je suis avec Stéphane Baudet qui est en charge, vice-président en charge des transports à la région Île-de-France. Et c'est vrai que c'est un sujet important. C'était aussi un des éléments forts de cette candidature de Paris 2024. Et on est avec lui ce soir. Il va nous expliquer quel défi attend la France en ce qui concerne les transports pour ces JO. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que les transports seront efficaces? Bien sûr qu'on sera prêt, on aura sans doute en 2024 un des meilleurs réseaux du monde. L'avantage et la force de ce dossier, c'est que les projets étaient déjà initiés avant les Jeux Olympiques. On le voit bien, l'enjeu en Ile-de-France, c'est le transport du quotidien, c'est les 8 millions de voyages qu'on a tous les jours, les 4 millions d'usagers dont il faut s'occuper. Et donc on avait déjà programmé ces investissements. Les Jeux Olympiques, c'est la certitude qu'ils verront le jour et qu'ils seront faits dans les délais. Et ça, c'est important. Alors en quelque sorte, les JO vont apporter du bien-être aux habitants de la région? C'est important. On a souvent tendance à penser que ces grands événements sont des trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Là, en réalité, ils vont permettre de consolider des projets qui étaient déjà initiés et qui vont surtout servir le quotidien, améliorer l'ensemble des transports, faire les 200 km de la boucle de métro du Grand Paris Express, agrandir tous les métros, les trams tels qu'on y travaille, la réfection des RER. C'est le quotidien qui va en bénéficier. Alors évidemment, ce sera très utile aux Jeux Olympiques, mais ce sera surtout utile aux habitants. Puis je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est aussi les Jeux Paralympiques juste après. Ça veut dire aussi que la question de l'accessibilité dans les transports, qui est très importante, va être aussi traitée à cette occasion. Donc évidemment, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup Stéphane Baudet, merci. Merci Karim, et peut-être le mot de la fin justement sur les Jeux paralympiques. Florent Rodeau, vous vouliez dire un mot? Oui, c'était notamment sur le prix des billets que je voulais vous dire ça. La réduction est encore plus grande que pour les Jeux Olympiques. 72% des billets coûteront moins de 20 €. L'occasion évidemment d'aller voir des disciplines que l'on n'a pas l'habitude de voir, que l'on ne connaît pas tout simplement. Voilà l'effort de la ville de Paris et de la candidature parisienne pour amener les gens vers le sport paralympique. Jean-Baptiste Guégan, oui, c'est important les Jeux paralympiques dans justement le cadre de Paris JO 2024. C'était au cœur du dossier de candidature. C'est un des enjeux avec la féminisation du sport et l'inclusion par le sport. Là, pour le coup, c'est la première fois où on verra vraiment les Jeux paralympiques être traités à part égale sur un même plan avec les Jeux Olympiques dits traditionnels. Et ça, c'est formidable pour la reconnaissance du sport paralympique français qui apporte énormément de médailles et qui est dont on ne parle pas assez, peut-être sous-valorisé. C'est aussi médiatiquement difficile de le mettre en avant. Et certaines voix se sont élevées justement pour demander que les Jeux paralympiques soient organisés avant les Jeux Olympiques pour avoir plus de couverture. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Vladimir Andreev, vous êtes d'accord avec cette mise en avant des Jeux paralympiques? On a 30 secondes, sachez le mot de la fin. Dans le dossier de candidature, il y a un volet qui s'appelle « Améliorer l'accessibilité de tous les événements sportifs et de tous les sites sportifs ». Et il y a un autre volet qui est « Il faut rendre la société consciente du handicap ». Donc c'est au cœur de la candidature. C'était au cœur de la candidature. C'est au cœur de la candidature et ça sera l'occasion pour ces JO 2024. Merci beaucoup Vladimir Andreev, Jean-Baptiste Guégan et Florent Rodeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Quand tu deviens adulte, on te dit toujours qu'il faut respecter certaines règles. Travaille dur. Reste poli.
couche-toi tôt. Il est temps de grandir. Avec Kayak, trouvez le vol qui vous convient. Créez une alerte de prix et recevez automatiquement les dernières offres. Rendez-vous sur kayak.fr. Les conseils du coach avec Rosanna. La respiration abdominale, c'est fondamental contre le stress. Plusieurs fois par jour, inspirez en gonflant le ventre, puis expirez 5 à 7 secondes, 3 fois de suite. Et surtout, hydratez-vous chaque heure avec Rosanna. Rosanna est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium, et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Dans une boîte de tomates Mutti, il n'y a que des tomates cultivées sous le soleil d'Italie et mises en conserve moins de 24 heures après la récolte pour préserver le meilleur du goût. Et il y a tellement d'exigences que si la récolte n'est pas absolument parfaite, alors dans cette boîte, il n'y a rien. Solo pomodoro, solo Mutti. Politique, présenté par Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent les éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com. Vous êtes toujours sur France 24, il est 21h à Paris. À la une, bien sûr, c'est officiel. Paris sera l'hôte des JO 2024 et Los Angeles des JO 2028. Les membres du CIO réunis à Lima, au Pérou, ont voté à main levée. Et c'est historique puisque cela fait 100 ans que Paris n'a pas accueilli la flamme olympique. À Paris, sur le parvis du Trocadéro, eh bien, les anneaux olympiques, vous le voyez, ont été dévoilés par Bruno Julliard, le premier adjoint chargé de la culture à la mairie de Paris. Enfin, dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU appelle la Birmanie à suspendre les opérations contre les Rohingyas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à huis clos sur le dossier des Rohingyas, dont l'exode de Birmanie vers le Bangladesh s'apparente à un nettoyage ethnique. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi ne participera pas à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouverte en parallèle à New York hier. C'est officiel, Paris accueillera les JO en 2024 et Los Angeles les JO en 2028. C'est officiel depuis 1 heure. On l'a su donc à Lima. C'est historique puisque la ville des Lumières s'est vue essuyer 3 échecs et Paris n'avait pas organisé de Jeux Olympiques depuis 100 ans. Emmanuel Macron a réagi après cette annonce officielle. Je vous propose d'écouter le président français. Cette victoire, c'est la vôtre. Ce que le Comité international olympique a reconnu, c'est aussi l'image et les valeurs de la France. La volonté de la France de porter les valeurs de l'olympisme. Ce que le Comité international olympique a reconnu, c'est votre énergie, votre volonté de porter ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui et votre capacité à porter ces Jeux pour 2024. Allez. Et on retrouve tout de suite Benoît Perrochet en direct de Lima au Pérou. Benoît, vous êtes avec nous et vous avez un invité. J'ai un invité mais qui est un peu dissipé depuis quelques minutes. Bernard Lapassé, le coprésident de ce comité de candidature, très dissipé parce qu'il est très heureux, on imagine. C'est pas possible, quand vivre des moments comme ça, c'est tellement inoubliable qu'on ne sait plus comment s'exprimer, alors on s'exprime par un peu la folie. On a la folie qui démarre, c'est tellement beau, c'est tellement superbe que les athlètes sont avec nous, on partage leur bonheur, on partage leur aventure. C'est vraiment quelque chose pour nous sportifs et pour le monde sportif en général, quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et là, on est heureux d'être ici et d'avoir un soutien de la France parce que je crois que c'est aussi un modèle pour la France. C'est ce qu'on propose dans notre présentation, c'est vraiment rentrer dans une vraie problématique de société. Le sport, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est le vivre ensemble, c'est tout ce qui concerne la vie de chacun d'entre nous. On va porter ces messages, on va aider cette société française à mieux vivre et à mieux se trouver dans une référence de liberté. Ça a été un sacré processus quand même. C'était pas gagné quand vous avez pris votre bâton de pèlerin pour partir convaincre. Oui.
Au départ, on se souvient, la maire de Paris n'était pas forcément d'accord pour accueillir les Jeux. Et puis vous, un jour, au Conseil de Paris, je crois, à l'Hôtel de Ville, on était en février 2015, et là vous avez fait cette annonce. Racontez-nous un petit peu. C'est rapidement, il faut rapidement parce que c'est très long. Simplement, effectivement, je me suis retrouvé un petit peu tout seul. J'étais celui qui avait construit une campagne olympique et qui l'avait gagnée. J'étais le seul Français. J'avais gagné le rugby à 7 pour le faire entrer aux Jeux. Et on est venu me chercher pour me dire, Bernard, il faut que tu fasses quelque chose. Regarde un peu comment tu peux faire. Donc j'ai fait mon bâton de pèlerin, je l'ai pris et je suis parti. Et à partir de là, il a fallu effectivement se démener. Les arcanes n'étaient pas simples. Et surtout que je voulais changer le process, mettre les athlètes devant, mettre la priorité des votes sur les athlètes, donner du sens à ce que l'on portait, faire en sorte qu'il y ait effectivement une gouvernance menée par des sportifs qui parlaient et s'adressaient aux sportifs. C'est ça la vertu première. Et puis c'est rentré dans le bain, effectivement, parce que Madame Hidalgo n'a pas été... La maire de Paris, pardon. Je recommence. La maire de Paris n'était pas tout à fait d'accord avec cela, donc il a fallu exprimer pourquoi et comment. Et à partir du moment où elle était convaincue, c'est parti. Et le président de la République m'a reçu me disant, lui, j'ai vu les Jeux de Londres, il faut y aller, c'est parti. Donc là, on s'est senti mieux, on s'est senti plus à l'aise. Et puis effectivement, quand elle était maire de Paris, ça a été ensuite le conseil municipal et l'expression de ce que je portais comme message et l'unanimité qui s'est faite immédiatement. Là, ça a été le point déclencheur où on est parti ensuite sur d'autres façons d'expression. Et en février 2015, donc vous annoncez comme ça ? Il n'y était pas préparé, il était dans la salle, Tony Estanguet. Oui, mais il n'était pas encore concerné sur ce que nous allons faire ensemble. Et je lui dis effectivement, écoutez, on va voir un petit peu demain comment ça va se passer. Mais je fais partie d'une génération qui va proposer à la nouvelle génération des choses nouvelles. Tony sera le leader, et demain, il sera le président du COJO. Il va partager avec moi la responsabilité à partir de maintenant. Et puis demain, je suis certain que c'est lui qui portera la responsabilité du COJO. Voilà pour la réaction de Bernard Lapassié. Évidemment, de larges, très très larges sourires sur tous les visages de cette délégation française. Il va y avoir la conférence de presse dans quelques minutes, conjointe avec Los Angeles et le CIO. Une conférence de presse ensuite seule avec les membres de la délégation tricolore. Vous en ferez partie, Bernard Lapassié. Et vous ferez partie sans doute aussi de la soirée ce soir. Oui, certainement, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça. On ne peut pas se quitter. Même si on partira de Lima demain matin, on va rester avec eux très longuement pour fêter ça. Voilà, sûr. Voilà, et la fête à Paris, ce sera vendredi soir également, communier avec les Parisiens. Merci à vous. Merci à vous. Merci Benoît, et on suivra bien sûr ces conférences de presse avec vous en direct de Lima. C'est vrai que c'est historique pour Paris puisqu'elle avait essuyé 3 échecs, Paris justement, et elle n'a pas organisé de Jeux Olympiques depuis 100 ans. La candidature de Paris aux Jeux Olympiques, c'est d'abord l'histoire d'un échec, ou plutôt de 3 échecs consécutifs. Les 30e Jeux Olympiques de 2012 sont attribués à la ville de Londres. Ce 6 juillet 2005, c'est la joie dans le camp britannique et la douche froide du côté de la délégation portant la candidature française. Elle croyait dur en ses chances, persuadée de la supériorité de Paris en matière d'infrastructure, à tel point qu'elle en a négligé le lobbyisme. L'échec est d'autant plus dur que Paris avait déjà raté les Jeux d'été de 1992, car cette année-là, les Jeux d'hiver avaient déjà été attribués à Albertville. 10 ans plus tard, la capitale française doit encore s'incliner face à Pékin, archi-favorite. L'échec de 2012 laisse un goût tellement amer que c'est après mûre réflexion que Paris décide d'être à nouveau candidate pour 2024. Fin 2014, François Hollande s'y déclare favorable. Un projet peu coûteux basé sur les infrastructures déjà existantes finit par remporter l'adhésion de la maire de Paris, longtemps réticente. Sur 5 villes candidates, Hambourg, Rome et Budapest finissent par jeter l'éponge. Paris affronte donc Los Angeles. Le 23 juin dernier, la capitale française se transformait en parc olympique éphémère. Un mois plus tard, Los Angeles annonçait un accord avec le CIO lui permettant d'accueillir les Jeux de 2028. Un accord entériné ce mercredi à Lima. Anthony Singer est avec nous. Bonsoir Anthony. Quelles sont les réactions justement sur Internet et sur les réseaux sociaux ? Eh bien, beaucoup de joie, évidemment. D'abord de la ville de Paris, bien évidemment. On va revoir ces images de ces anneaux qui ont été déployés devant la Tour Eiffel sur la place du Trocadéro. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Voilà.
vous en parliez tout à l'heure, on Les les voilà. voit enfin un petit peu mieux avec le duplex de tout à l'heure de Karim Yayaoui, notre envoyé spécial. Il faut dire qu'il faisait un petit peu moins noir aussi, et aussi beaucoup de réactions de journalistes, notamment Veni Vidi Vici Paris s'amusait celui-ci. Il y avait bien sûr aussi comme image assez forte les larmes de Anne Hidalgo après l'annonce faite par le CIO donc de l'attribution des JO 2024 à Paris, même si la réaction a été jugée disproportionnée par certains internautes comme celle-ci ou même cette autre qui estimait peut-être que c'était même digne d'une actrice de cinéma. C'est en tout cas la taquinerie qu'elle faisait. Réaction tout à fait appropriée pour d'autres, un grand moment surtout d'histoire pour le sport français saluait cet autre, un sentiment de joie de plusieurs hommes politiques, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, l'actuel Premier ministre Édouard Philippe, une France transformée, optimiste et conquérante. Scepticisme toutefois de certains comme Philippe Poutou qui avait revisité lui les fameux anneaux en question. Les Français, eux, dans l'ensemble, sont plutôt optimistes, à en croire ce sondage publié il y a quelques jours par l'IFOP, qui voit à 83% une bonne nouvelle. Pourtant, les critiques sont là, comme le rappelle cet internaute qui ironise, mais tout de même, la Tour Eiffel sera éteinte ce soir pour commencer à économiser les 6 milliards d'euros qu'ils vont coûter, car c'est l'une des principales critiques, comme souvent d'ailleurs pour ce type de compétition, le budget. Par exemple, ce maire écologiste déplore que cette candidature soit motivée essentiellement par les intérêts privés et que l'organisation se fera au détriment de la population, malgré, on l'entendait tout à l'heure, l'enthousiasme et la communication de l'équipe de candidature. Consciente du scepticisme suscité, un impact économique positif défendait la ministre des Sports avant la décision. Il faut dire que les JO ont souvent dépassé leur budget prévisionnel et parmi peut-être les illustrations les plus criantes, celle de la Seine-Saint-Denis, puisque le département recevra 6 sites de compétition, les cérémonies d'ouverture et de clôture, en tout cas normalement, le village olympique notamment, et le maire de Saint-Denis par exemple, donc en Seine-Saint-Denis, se veut optimiste. Il estime que les infrastructures bénéficieront aux habitants, leur offrira aussi un meilleur cadre de vie, une manière aussi de redorer l'image de la ville et du département qui est, rappelons-le, le plus pauvre de France. Enthousiasme partagé aussi par le président du conseil départemental qui, lui, y voit un coup d'accélérateur, une dynamique même pour le département qui se transformera. Certains sont toutefois loin de partager cet avis, comme par exemple le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, qui trouve dommage qu'il faille attendre les JO pour justement voir ce type d'infrastructure évoluer ou même se construire. Merci Anthony et Florent Rodeau. Juste un mot sur ce qui va se passer maintenant au sein des institutions parisiennes. Oui, Paris a gagné, donc fini le comité d'organisation, place au... Fini le comité de candidature, pardonnez-moi, et place au comité d'organisation pour les Jeux Olympiques, le fameux COJO dont on parle depuis 2 heures. Son président sera un homme clé de cette candidature Paris 2024, puisqu'il s'agit de Tony Estanguet, membre du CIO, triple champion. Il reste donc la figure clé de l'organisation, de l'exécution derrière. Voilà, sauf que maintenant il devient la top figure, alors qu'avant il était juste, entre guillemets, juste coprésident avec Bernard Lapassé. Bernard Lapassé, que l'on a entendu avec Benoît Perrochet, l'a adoubé à de nombreuses reprises. Il pense que Tony Estanguet est la personne adéquate pour mener cette candidature. Quid en revanche du directeur général de ce COJO? C'est Étienne Taubois, un ancien champion de badminton qui tient la corde pour l'instant. Anne Hidalgo, vous l'avez dit tout à l'heure, souhaiterait une candidature plus politique. Le nom de Jean-Claude Blanc est évoqué, une candidature qui n'a que très peu de chances d'aboutir.